came out, I would have been like 10 or something. On l'a longtemps considérée comme trop californienne pour Paris, trop parisienne pour l'Amérique. Pourtant, Camille Rowe n'a jamais vraiment cherché à appartenir. Dès ses débuts, elle semblait défier l'idée même de conformité. Un accent mi-surf, mi-champagne, un regard qui dit « je m'en fiche » même en posant pour Dior. Elle n'était pas seulement mannequin, elle était l'incarnation d'une contradiction séduisante. Une femme que l'industrie n'a jamais su cataloguer. Un jour, alors que les projecteurs de Victoria's Secret étaient braqués sur elle, elle a simplement disparu. Pas de scandale immédiat, pas d'annonce officielle. Juste un glissement progressif vers autre chose, vers ailleurs. Comme si Camille avait compris avant tout le monde que les podiums ne définissaient rien, qu'il fallait parfois fuir pour exister. Mais qui est vraiment Camille Rowe ? L'égérie des marques de luxe ou la voix intérieure d'une génération égarée entre beauté, excès et besoin d'authenticité ? Pourquoi a-t-elle choisi le silence quand tout le monde la voulait bruyante ? Et que s'est-il vraiment passé derrière ce sourire à la française et cette silhouette envoûtante ? Son histoire n'est pas celle d'un conte de fées, c'est celle d'une fuite, d'un combat intérieur, d'une femme qui au sommet a préféré s'effacer pour peut-être mieux se retrouver. Tiamy Christol Pourcheresse-Rowe est née un 7 janvier 1990 à Paris. Mais son enfance n'a jamais été strictement française. Fille d'un père breton, ancien propriétaire d'un restaurant à Montmartre, et d'une mère américaine, ancienne mannequin pour Playboy dans les années 1970, Camille a grandi entre deux continents, deux cultures, deux imaginaires. Ce tiraillement fondateur allait façonner chaque centimètre de sa personnalité. Très tôt, elle découvre que son accent fait tourner les têtes, que ses mots mélangés entre le français et l'anglais intriguent autant qu'ils désarçonnent. Elle passe une partie de son enfance à Paris, mais c'est en Californie, à Los Angeles, que se dessine vraiment sa jeunesse. Une jeunesse baignée dans le soleil, mais aussi dans une étrange sensation d'errance. Ni vraiment d'ici, ni complètement de là-bas. Trop libre pour les convenances françaises, trop mystérieuse pour les stéréotypes américains. Chez elle, les discussions n'étaient pas celles des familles classiques. Sa mère parlait de libération féminine, de photographes new-yorkais sulfureux, de mode comme d'un art sensuel, mais aussi cruel. Son père, lui, ancré dans une certaine tradition française, l'incitait à garder les pieds sur terre. Camille, au milieu, absorbait tout. Une petite fille silencieuse, mais curieuse, le regard souvent ailleurs, déjà traversé par une tension qu'elle ne savait pas encore nommer. À l'école, elle ne brillait pas toujours. Elle s'ennuyait, elle rêvait. Ce n'était pas une enfant rebelle, mais une enfant fuyante. Elle dessinait sur les bords de ses cahiers, écrivait des mots qu'elle ne montrait à personne. Ce n'était pas encore une vocation, mais une échappatoire. Elle voulait être comédienne, mais n'osait pas le dire. Elle voulait être chanteuse, mais préférait le murmurer à sa chambre. C'est dans cet entre-deux qu'elle a grandi, trop sensible pour se fondre, trop lucide pour se perdre. Loin des cris, des foules et des rêves formatés, Camille s'est formée comme un secret bien gardé. Elle a vu sa mère pleurer en silence, elle a vu son père fermer le rideau d'un restaurant en faillite. Elle a compris très jeune que les choses belles sont souvent éphémères et que l'équilibre se trouve dans le déséquilibre. Camille n'était pas destinée à la mode, elle n'était pas la plus grande, ni la plus fine. Mais il y avait en elle cette chose indéfinissable, ce mélange d'ombre et de lumière, de distance et de sensualité qui faisait d'elle une énigme que l'industrie ne tarderait pas à vouloir décoder, capturer et, parfois, briser. Le destin a parfois le goût du hasard et l'allure d'un cinéma de quartier. Camille avait 19 ans lorsqu'elle fut repérée, non pas sur un podium, ni à une soirée branchée du Marais, mais dans une salle obscure de Paris. Elle était venue voir un vieux film d'auteur, avec une amie, un soir de pluie, les cheveux détachés, le visage sans maquillage. À la sortie, un homme l'interpelle doucement. Il travaille pour une agence. Il a vu quelque chose en elle. Camille rit, pense d'abord à une blague, ou pire, à un dragueur insistant. Mais l'homme est sérieux. Il laisse une carte. Elle hésite. Chez elle, elle regarde le nom sur le carton plusieurs fois avant de le jeter dans un tiroir. Elle n'en parle pas à ses parents. Elle garde le secret comme on garde une lettre d'amour non lue. Quelques semaines plus tard, poussée par une curiosité qu'elle ne s'avoue pas encore, elle prend rendez-vous. Elle entre dans l'agence, un peu trop habillée, trop nerveuse. La lumière y est crue, les regards froids, professionnels. Mais dès qu'elle enlève son manteau, quelque chose change. On l'observe en silence, on lui demande de marcher, de sourire. Une femme dit simplement « elle a une gueule » et un mystère. Ce jour-là, elle ne signe rien. Mais le soir, le téléphone sonne. On lui propose un premier test photo. Elle accepte. Non pas pour devenir mannequin, mais pour comprendre ce que les autres voient en elle, ce qu'elle-même n'a jamais su nommer.
Le shooting a lieu dans un petit studio du 11e arrondissement. Un photographe italien bavard et chaleureux la met à l'aise. Camille porte un jean taille haute, un débardeur blanc. Rien de spectaculaire. Mais l'objectif l'aime. Ou plutôt, il cherche en elle ce que les autres n'osent pas regarder. Une tristesse douce, une distance poétique. Quand les photos sortent, l'agence s'enthousiasme. « Tu as un truc, Camille, un mélange de Jane Birkin et de Drew Barrymore. » Elle ne sait pas si c'est un compliment, mais elle sent que quelque chose s'ouvre. Pourtant, à la maison, l'ambiance est plus contrastée. Sa mère, elle-même ancienne mannequin, lui lance un regard à la fois fier et inquiet. « Tu es sûre ? Tu sais que cela implique ?» Son père, plus réservé, ne dit rien, il se contente d'un hochement de tête. Camille, elle, ne sait rien. Elle avance à tâtons. Elle accepte un second shooting, puis un troisième. Très vite, tout s'accélère. Elle fait la couverture de Jalouse, puis une campagne pour Chloé. Sa carrière naît dans une douceur presque irréelle, sans scandale ni rupture. Elle ne force rien, elle se laisse porter. Mais dans ses carnets, elle écrit encore. « Je ne suis pas un mannequin, je suis une fille qui rêve en secret. » Ce refus de s'identifier à l'étiquette qu'on lui colle deviendra une constante. Camille ne joue jamais totalement le jeu. Elle arrive en retard au casting, oublie de répondre aux mails, disparaît parfois plusieurs jours. L'agence s'agace, mais les clients continuent de la demander, parce qu'elle est différente, parce qu'elle n'essaie jamais de plaire. C'est ainsi que naît le mythe Camille Rowe. Non pas d'un désir de célébrité, mais d'un refus instinctif d'être comme les autres. Dans une industrie qui crie, elle chuchote. Et c'est justement ce murmure que tout le monde veut entendre. Quand Camille entre dans le monde de la mode internationale, c'est comme si une vibration étrange traversait les coulisses. Elle ne marche pas, elle flotte. Elle n'en impose pas, elle fascine. Elle ne suit pas les règles, elle les effleure du bout des doigts avant de les laisser tomber. C'est en 2010, à peine un an après son premier shooting, que son visage apparaît sur une immense affiche Dior à New York. Le monde ne connaît pas encore son nom, mais il connaît déjà son aura. Les défilés commencent à s'enchaîner. Jean-Paul Gaultier, Louis Vuitton, Viktor & Rolf. Mais ce ne sont pas les catwalks qui la définissent, c'est ce qu'elle apporte derrière. Cette impression qu'elle s'en fiche, qu'elle est là, mais qu'elle pourrait tout aussi bien être ailleurs. Ce regard détaché qui hypnotise, cette sensualité nonchalante qui ne ressemble à aucune autre. Camille devient l'incarnation parfaite du cool parisien depuis Los Angeles. Son accent hybride, ses franges irrégulières, ses sourires en coin et son rire rauque attirent autant les photographes que les maisons de couture. Le grand Terry Richardson la photographie dans un shooting à la frontière du rock et de l'érotisme. Hedi Slimane dit d'elle qu'elle est « la fille qu'on ne peut ni prédire ni oublier ». Elle est muse sans le vouloir, cible des magazines mais insaisissable. Puis vient le moment Victoria's Secret. L'univers des anges, des paillettes, des corps sculptés dans le fantasme. Camille ne rentre pas dans la case, et c'est justement pour ça qu'ils la veulent. En 2016, elle défile pour la marque, avec sa moue désabusée et son air de ne jamais tout à fait jouer le jeu. Aux côtés d'Adriana Lima ou Didi Hadid, elle est la fille qui semble se demander ce qu'elle fait là, et c'est ce qui la rend magnétique. Pendant cette période, elle cumule les campagnes. Zadig Voltaire, Chloé, H&M, Tommy Hilfiger, elle devient l'une des rares Françaises à percer sur les marchés américains sans se renier. Elle tourne des publicités, apparaît dans des clips, notamment pour The Strokes, et enflamme les réseaux sociaux sans jamais y être totalement présente. Elle est partout, mais nulle part à la fois. Les photographes adorent travailler avec elle. Elle ne se prend pas au sérieux. Elle mange des bonbons en coulisses, arrive sans maquillage, plaisante avec les stylistes. Elle est ce vent de fraîcheur dans une industrie souvent obsédée par le contrôle. Une styliste new-yorkaise dira un jour « Camille, c'est l'élégance du bordel assumé ». Mais derrière l'image « It Girl », Camille reste fidèle à son flou. Elle refuse d'être réduite à une silhouette. Lors d'une interview avec Vogue, elle confie « Je ne suis pas à l'aise avec le mot mannequin. Je suis une fille qui pose, oui, mais je suis aussi quelqu'un qui pense, qui doute, qui écrit. J'ai besoin de plusieurs identités. » C'est peut-être ce besoin de complexité, cette manière de ne jamais offrir une image lisse qui fait d'elle bien plus qu'un corps photographié. Elle n'est pas une icône imposée par l'industrie, mais une présence que la mode a dû apprendre à apprivoiser. À son apogée, Camille Rowe ne ressemble à aucune autre. Et c'est justement pour ça que le public l'adore, que les marques la veulent, que les créateurs la citent en exemple. Parce qu'elle ne cherche jamais à briller. Elle est la lumière qu'on n'attendait pas.
Camilo n'a jamais eu pour ambition de réussir dans le sens où l'industrie de la mode l'entend. Pour elle, le succès n'a jamais rimé avec présence constante, corps sculpté ou millions d'abonnés. Dès ses premières campagnes, elle met en place des limites invisibles mais fermes. Elle refuse certaines marques sans explication, décline des contrats juteux pour rester fidèle à elle-même. Un jour, elle dit non à une ligne de lingerie américaine qui voulait la transformer en pin-up hyper sexualisée. « Je ne suis pas là pour être fantasmée comme une caricature », murmure-t-elle à son agent. Dans un monde où l'on exige que les femmes soient tout à la fois, belles, jeunes, minces, dociles, vendeuses, Camille impose autre chose. L'ennui, l'ironie, la distance. Elle accepte de poser nue pour Playboy, mais à sa façon. Elle choisit elle-même le photographe, la mise en scène, le stylisme. Ce n'est pas une soumission à l'œil masculin, mais une reprise de pouvoir. Ce numéro devient culte. Ce n'est pas du nu pour plaire, c'est un nu pour déranger. Elle s'exprime peu dans les médias, mais quand elle le fait, c'est pour dire ce qu'on ne veut pas entendre. Lors d'une table ronde sur la pression esthétique dans le mannequinat, elle lâche « On parle souvent de bien-être, de confiance en soi, mais tout le système repose sur la peur de vieillir, de grossir, de déplaire. C'est une industrie malade qui maquille ses symptômes avec des likes. » Camille refuse de suivre les régimes drastiques, les injonctions silencieuses. Elle fume parfois, elle boit du vin, elle rit fort. Elle revendique son naturel, son corps normal dans un monde photoshopé. Quand un magazine lui demande si elle se sent menacée par l'arrivée des nouvelles générations de mannequins ultra filtrés sur Instagram, elle répond « Je ne joue pas le même jeu. Je ne suis pas là pour être parfaite. Je suis là pour être vraie. » Ses amours aussi échappent à tout scénario prévisible. En couple avec des musiciens, des acteurs, des artistes, Robert Pattinson, Harry Styles, elle attire les projecteurs tout en les esquivant. Elle ne capitalise jamais sur ses liaisons. Elle ne vend pas son intimité. Quand un tabloïd publie une photo d'elle en pleurs sur un trottoir new-yorkais, elle poste une story où elle rit d'elle-même, un verre de vin à la main. Drama queen depuis 1990. Cette ironie permanente est sa meilleure armure. Camille ne cherche pas à être un modèle de vertu ni une icône féministe revendiquée, mais elle incarne, malgré elle, une forme de résistance contemporaine. Une femme qui refuse d'être réduite à une image. Une femme qui sait que la séduction la plus puissante vient de l'ambiguïté. En 2020, elle surprend encore. Elle réalise un documentaire sur la spiritualité et les états modifiés de conscience entre Paris et le désert du Nevada. Le projet est personnel, fragile, déroutant. Rien à voir avec les podiums. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de me perdre pour savoir si je m'appartenais encore. Ce n'est plus d'une égérie, c'est une chercheuse d'elle-même. Camilo n'a jamais créé sa rébellion. Elle l'a chuchotée, distillée, incarnée. À travers ses choix, ses absences, ses silences, elle a créé un autre chemin. Un chemin où l'on peut être mannequin sans être mannequin, belle sans consensus, visible sans se trahir. Personne n'a vraiment vu Camilo disparaître. Elle ne s'est pas effondrée, n'a pas explosé, n'a pas sombré dans un scandale. Non, elle s'est évaporée, lentement, comme une fumée délicate après une fête trop longue. Un jour, elle était partout, sur les couvertures, dans les campagnes, dans les dîners parisiens et les backstage new-yorkais. Le lendemain, elle n'y était plus. Ce n'est pas une chute, c'est un glissement, une absence de bruit, mais un vide perceptible. Les magazines ont commencé à parler d'elle au passé, les stories Instagram se sont espacées, les paparazzis ont cessé de la suivre, et Camille, elle, s'est laissée porter ailleurs, sans explication. Plus tard, dans une rare interview pour un podcast indépendant, elle laisse tomber une phrase presque murmurée. « J'ai eu besoin d'arrêter d'être regardée pour savoir si j'existais encore. » Ce besoin de se retirer vient de loin, de la fatigue, de l'accumulation de sourires forcés, de vols entre deux continents, de journées à se maquiller pour incarner une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Elle ne parle jamais de burn-out, mais on devine une forme d'épuisement invisible. Une crise douce, sans drame, mais avec un poids immense. Certains proches racontent que Camille s'est longtemps battue contre des insomnies chroniques, une angoisse latente, une sensation de décalage permanent. D'autres évoquent une dépression masquée, une lassitude du paraître, des journées passées dans l'obscurité de son appartement parisien, à écrire des pages qu'elle n'enverrait jamais. Mais Camille, fidèle à elle-même, ne confirme rien. Elle ne se plaint pas. Elle s'éclipse. Pendant 2 ans, elle ne pose plus.
Elle refuse les campagnes, elle ignore les invitations à la Fashion Week. Les fans s'interrogent, les tabloïds spéculent. Certains imaginent une grossesse cachée, d'autres une cure de désintoxication. Rien de tout cela ne sera jamais confirmé. Au lieu de s'expliquer, elle voyage. Elle part en Islande, puis au Pérou. Elle fréquente des communautés spirituelles, médite, coupe son téléphone pendant des semaines. Un post Instagram énigmatique la montre au bord d'un lac, pieds nus, avec cette légende « To be unmade is a form of freedom too ». Peu à peu, Camille devient une figure fantôme. Les nouvelles générations ne la connaissent plus vraiment. Les marques la citent encore comme une référence vintage. Elle est passée du statut de muse à celui de souvenir. Une absence tellement présente qu'on continue à la chercher dans les visages des nouvelles hit girls. Ce n'est que bien plus tard, en 2023, qu'elle refait surface dans un film d'auteur français présenté discrètement à Deauville. Il y joue une femme en fuite, presque muette, traquée par son propre reflet. Le rôle semble écrit pour elle. La presse parle d'un retour subtil, d'une performance habitée d'un vide magnifique. Mais Camille, elle, ne fait aucune promotion, pas d'interview, pas de tapis rouge. À la question posée par un journaliste lors de l'unique projection publique, pourquoi ce long silence, elle répond avec un sourire triste, parce que j'avais trop de bruit à l'intérieur. Camille Rowe n'a pas été détruite, elle s'est dissoute. Et c'est peut-être pire encore pour une industrie qui ne comprend que les ascensions éclatantes ou les chutes brutales. Elle a choisi l'entre-deux, un exil intérieur, une disparition douce. Mais le mystère reste. Et dans un monde saturé d'images, rares sont ceux qui osent s'effacer pour exister autrement. Aujourd'hui, Camille Rowe n'est plus la silhouette des podiums, ni la muse des campagnes luxueuses. Elle est devenue autre chose, un écho, un trouble, une question sans réponse. On ne sait plus vraiment où elle vit, ni ce qu'elle prépare. On sait juste qu'elle a refusé d'être consommée, digérée, recrachée comme tant d'autres. Elle n'a jamais crié sa douleur, ni revendiqué sa gloire. Elle a préféré le flou. Et dans ce flou, elle a laissé une trace. Pas une trace bruyante, une trace souterraine. Dans les yeux des jeunes filles qui refusent de sourire à tout prix. Dans la voix de celles qui disent non sans s'expliquer. Dans le silence des femmes qui reprennent leur souffle. Camille n'a pas changé la mode, elle l'a fissurée. Et si son plus grand acte de courage avait été de s'éclipser sans prévenir, de dire assez, sans fracas, sans polémique, juste assez. Un jour, un créateur a dit d'elle « Elle était une étoile filante, trop libre pour rester, trop belle pour être oubliée. Peut-être qu'on ne la reverra plus jamais, ou peut-être qu'elle reviendra, ailleurs, autrement. Mais au fond, est-ce que le monde serait prêt pour Camille Rowe si elle recommençait aujourd'hui ?